Cette nuit-là, quand tout a changé, je n'ai pas eu peur. Non, pas au début. Au début, j'étais juste ennuyé. Un coup sur la fenêtre, un bruit incompréhensible, un écho étrange dans l'obscurité. Ma main s'est inconsciemment portée sur le couteau posé sur la table de nuit et quelques secondes plus tard, j'ai compris que ce n'était pas un rêve. Ma femme me demandait de ne pas aller à la fenêtre. Je n'ai pas écouté. Je me suis levé et j'y suis allé, ne croyant pas à ce qui avait pu se passer. C'est alors que je l'ai vu. Jonathan, mon patient. Il se tenait dans l'obscurité. Ses yeux brillaient comme ceux d'un animal. Il tenait un couteau et j'ai soudain réalisé qu'à chaque pas qu'il faisait, je me rapprochais de ma mort. Mon travail est le plus simple et en même temps le plus difficile. Je suis psychiatre dans l'un des hôpitaux psychiatriques de la ville. Ici, dans les couloirs, dans chaque bureau, derrière chaque porte, il y a des histoires qui défient toute explication, mais qui ne sont généralement que des symptômes inquiétants et l'incompréhension de la société. J'ai toujours pensé que mon objectif était d'aider, de comprendre, de sauver, si possible. Et j'ai été assez bon dans ce domaine. Les patients étaient des gens ordinaires qui, pour une raison ou une autre, s'étaient retrouvés ici. Cependant, chaque jour apportait de nouvelles situations, de nouveaux visages, et ce n'était pas tout à fait comme dans les manuels de médecine. L'hôpital avait sa propre routine, et tout le monde y était habitué. Chacun suivait son chemin habituel. Les patients menaient leur vie habituelle, ce qui, à première vue, ressemblait à la paix. Je me souviens avoir pensé de temps en temps que dans notre secteur, il est important non seulement de soigner, mais aussi de ne pas perdre la capacité d'être humain. Car ici, parmi les patients, il n'y avait pas de personnes vraiment mauvaises. Chacun avait sa propre histoire, ses propres blessures invisibles, ses propres problèmes intérieurs. Mais plus je travaillais, plus je me rendais compte que parfois, même les médecins ont du mal à ne pas plonger dans l'abîme des démons des autres. Aujourd'hui, comme tous les autres jours, je suis arrivé au travail le matin. Le premier rendez-vous était habituel, routinier comme toujours. J'ai devant moi un patient nommé Jonathan Clark, dont je m'occupais depuis longtemps. Son diagnostic était clair, schizophrénie paranoïaque. Je me souviens très bien de la première fois que je l'ai vu. Il disait que le monde entier était contre lui, que les médecins essayaient de le tuer pour cacher sa véritable raison d'être dans ce monde. Pour moi, il ne s'agissait que des pensées d'un malade. Je ne pouvais pas croire que ses craintes étaient réelles. Clark était à un certain stade de la maladie, à tel point qu'il était difficile de déterminer où s'arrêtait sa perception douloureuse et où commençait la réalité. J'ai l'habitude de ces patients. Ils éprouvent des peurs qui sont absolument réelles pour eux, et chaque jour est pour eux un combat contre des ennemis invisibles. Mais leurs fantômes et leurs hallucinations n'avaient pas le pouvoir de changer les faits. Ils étaient malades. Et moi, en tant que médecin, je devais les aider à se débarrasser de ces entraves, au moins pour un moment. Ce jour-là, Jonathan m'a fait part de ses nouvelles croyances. Il pensait qu'il y avait une force invisible derrière sa vie qui essayait de la détruire. Mais aujourd'hui, contrairement aux visites précédentes, il n'avait pas l'air si inquiet. Il y avait quelque chose dans ses yeux, de l'inquiétude, peut-être même de la jubilation. « Vous ne comprenez pas, docteur. Ils pensent que je ne sais pas, mais je sais, m'a-t-il dit de la même voix grave et chuchotante qu'il utilisait toujours. Vous tous, vous voulez me faire ce que vous avez déjà fait à d'autres. J'ai essayé de le calmer. Parfois, ces patients trouvaient un certain soulagement à simplement écouter, à se faire comprendre. Mais cette fois-ci, c'était différent. Jonathan, dis-je, en essayant d'être aussi calme que possible, nous avons déjà discuté de cette question à maintes reprises. Vous êtes ici parce que vos croyances font partie de votre maladie. Vous avez besoin d'un traitement. Il m'a regardé et a souri d'un air sinistre. Vous ne savez pas ce que vous faites. Ces mots n'ont cessé de me trotter dans la tête, même après qu'il a quitté le bureau. Calme, comme s'il s'agissait d'une réunion normale. Je sentais que quelque chose n'allait pas, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Parfois, dans notre travail, il y a des moments où les sentiments nous pénètrent, comme si un vent froid passait à travers toutes les fissures. J'ai repensé à l'importance de rester humain, même lorsque les frontières entre le normal et le pathologique sont floues. Pendant ce temps, je reprenais mon travail de routine, sans savoir que ma prochaine rencontre avec Clark allait tout changer. Jonathan Clark était l'un de ces patients dont je me souvenais immédiatement, même si je ne lui prêtais pas beaucoup d'attention. Il avait été admis à l'hôpital il y a quelques années et je l'avais vu de nombreuses fois depuis pour lui faire des examens de routine et lui parler. Il ressemblait à un homme ordinaire d'âge moyen, portait des vêtements simples et usés et était souvent perdu dans ses pensées. Sa voix était calme et confuse et ses yeux étaient concentrés, parfois même effrayés. Mais ce n'était rien d'autre qu'un aspect de sa maladie, un symptôme courant de la schizophrénie. La schizophrénie. Combien de fois ai-je entendu ce mot ? Tous les patients admis dans un hôpital psychiatrique avec un diagnostic de schizophrénie présentent des manifestations similaires. Délire, hallucination, paranoïa. Tous ces symptômes pouvaient être contrôlés par des médicaments, mais ils n'en étaient pas moins effrayants pour ceux qui en souffraient. Jonathan, comme la plupart des patients, était dans un état d'anxiété chronique. Il ne pouvait pas comprendre que ses peurs n'étaient que le produit de sa maladie. Et c'est là l'un des plus gros problèmes.
Personne ne pouvait dire ce qui était à l'origine de son état. Il n'y avait pas de traumatisme évident, ni d'antécédents génétiques pour expliquer sa maladie. Comme pour beaucoup d'autres patients, ses troubles mentaux restent un mystère. Jonathan était sous observation constante et recevait des médicaments pour l'aider à se sentir moins enfermé dans ses pensées. Et même si je constatais parfois des progrès, il ne parvenait toujours pas à se défaire d'une croyance extrêmement forte. Il pensait que tous ceux qui l'entouraient étaient des ennemis. Mais le problème principal n'est pas qu'il ait cru en ses croyances. Le problème est qu'il a recommencé à y croire. Plus intensément. Cela s'est manifesté il y a quelques semaines seulement, lorsqu'il est devenu plus renfermé et plus étrange dans ses actions. Ses moindres gestes, ses moindres paroles sont devenus un grand mystère. Et tout cela dans le contexte de la stabilité générale qui régnait à l'hôpital ces derniers temps. Je devais être de plus en plus attentive au comportement de Jonathan. Au début, il a commencé à rêver qu'on le suivait, que les médecins lui tendaient des pièges. Avec le temps, cela a commencé à devenir plus réel pour lui, et il a commencé à chercher des moyens de s'échapper. Je ne l'ai pas pris au sérieux, pensant qu'il s'agissait simplement d'une autre manifestation de la maladie. Il essayait souvent de quitter l'hôpital en errant dans les couloirs ou même en poussant des portes fermées à clé. Son comportement était étonnamment absurde, mais en même temps trop réaliste pour être ignoré. Ces derniers temps, il avait une autre idée en tête. Il pensait que les médecins essayaient de le retirer de ce monde, qu'ils voulaient le faire participer à quelque chose de plus grand, de plus sombre, à une ancienne société secrète ou à une expérience. Je n'ai pas attaché d'importance à ces mots. Il me semblait qu'il replongeait dans sa réalité paranoïaque, où chaque mouvement, chaque regard était une confirmation de ses théories. Mais quelque chose a changé. Les pensées d'évasion sont devenues plus fréquentes. Il s'est mis à étudier activement le plan de l'hôpital, à espionner les autres patients, à regarder par les fenêtres et à se promener dans les couloirs la nuit. J'ai pensé qu'il s'agissait simplement de manifestations de la maladie, qu'il n'acceptait pas son isolement, qu'il n'acceptait pas le fait qu'il ne serait jamais autorisé à reprendre une vie normale. Mais chaque jour, j'ai commencé à comprendre. Clark était devenu dangereux. Je pouvais ignorer ses fantasmes. Mais ses yeux et son comportement en disaient plus long que n'importe quel mot. Je le voyais préparer quelque chose, je le sentais dans chacun de ses mouvements. Parfois, il me semblait que sa présence n'était plus seulement à l'hôpital, mais quelque part près de moi, comme une menace constante tapie dans l'ombre. Quelque chose de plus qu'une simple maladie. À ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir. Peut-être avais-je commencé à remarquer quelque chose qui n'existait pas auparavant. Peut-être que ce patient était vraiment dangereux. Ce soir-là, je suis rentré tard, après mon service, comme d'habitude. Le temps était imprévisible. Il pleuvait beaucoup et les rues reflétaient la lumière des lampadaires, comme s'il s'agissait de miroirs à moitié vides. J'étais épuisé, mes pensées étaient dispersées et je ne rêvais que d'un repos tranquille. Ma femme, comme toujours, m'a accueilli avec un sourire et m'a offert une tasse de thé. Et à ce moment-là, tout me paraissait familier, paisible, voire ennuyeux. Une soirée ordinaire, après une dure journée. J'étais assise à table, je parlais de mes patients, même si des pensées pour Jonathan restaient quelque part à la périphérie de mon esprit. Mais je n'y attachais pas d'importance. Les personnes atteintes de schizophrénie ne sont parfois pas stables, et je ne voyais pas d'inconvénient à ce qu'il manifeste parfois son état de manière instable. Je considérais que cela faisait partie de mon travail. Pendant que nous buvions du thé et regardions les informations, je n'avais aucune idée que j'étais en danger à ce moment-là. Je ne l'ai senti que lorsque j'ai commencé à entendre des sons étranges. Au début, il s'agissait simplement d'un bruit de coups. J'ai pensé que c'était le vent qui frappait les fenêtres, ou peut-être des animaux dans le jardin. Mais le son s'est répété, encore et encore, aigu, perçant, comme un coup frappé à la porte. Je me suis levé et je me suis approché de la fenêtre, regardant la rue vide. Ma femme a également remarqué les bruits et s'est inquiétée, mais j'ai décidé que ce n'était pas grave. Je suis retourné auprès d'elle pour la rassurer, mais mon esprit était rempli de pensées inquiétantes. Un autre coup a été frappé, mais cette fois, le son semblait complètement différent. Ce n'était pas un simple coup à la fenêtre, c'était comme si quelque chose ou quelqu'un essayait d'entrer à l'intérieur en frappant sur les murs. J'ai regardé à nouveau par la fenêtre, mais il n'y avait personne à l'extérieur. Je me suis tourné vers ma femme qui a remarqué que j'étais très pâle, car mon esprit avait déjà commencé à assimiler cette alarme. Bientôt, à ma grande surprise, on a sonné à la porte. Je me précipitais vers la porte, mais il n'y avait personne. Au lieu de cela, je n'ai vu qu'une silhouette sombre sur le seuil, se fondant dans l'obscurité. Je n'arrivais pas à expliquer ce qui se passait. Et soudain, mes pensées revinrent à Jonathan. Quelque chose ne tournait pas rond, mais je n'étais pas prête à réaliser la vraie nature de ce qui se passait. J'ai essayé de tourner la page, mais ce soir-là, je n'ai pas pu me débarrasser du sentiment que je ne pourrais plus dormir tranquillement. Tout était devenu un enchaînement d'événements qui défiaient toute explication logique. Et ce n'était que le début. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un sentiment étrange, comme si quelque chose s'était déjà produit. Ce n'était pas le sentiment habituel d'anxiété que l'on peut attribuer à une mauvaise nuit de sommeil ou à un travail acharné. Non, cette fois-ci, c'était comme un murmure dans ma tête qui ne me lâchait pas. Je ne pouvais pas expliquer pourquoi, mais je sentais que cette étrange sonnette n'était pas une coïncidence. Et maintenant,
Assis au petit déjeuner avec ma femme, j'essaie à nouveau de trouver une explication logique à tout ce qui s'est passé cette nuit-là. Lors de l'examen du patient suivant, je n'ai pas cessé de penser à Jonathan. C'était mon premier cas dont je me souvenais si profondément. Cela me dérangeait de ne pas pouvoir avoir une conversation complète avec lui, car il était souvent dans un tel état que même avec l'aide de médicaments, il était difficile d'établir un contact efficace. Je l'observais et me demandais s'il n'y avait pas eu une grave erreur de diagnostic dans son cas, ou si je n'avais tout simplement pas prêté suffisamment attention à ses symptômes. Le soir, j'ai reçu un message de mes collègues. Il s'était passé des choses étranges à l'hôpital psychiatrique. Jonathan s'est échappé. Il ne reculait devant rien. Inspection, avertissement, rien n'y fait. Il est entré dans la zone réservée et a disparu. Cela signifiait que toutes les suppositions que j'avais faites à première vue avaient de graves conséquences. Je n'arrivais pas à comprendre. Comment a-t-il pu s'échapper? Il s'agit d'un hôpital doté de nombreuses mesures de sécurité. Mais la réponse était évidente. Ce n'était pas un accident. Et ce qui s'était passé la nuit indiquait clairement qu'il était déjà près de moi. Une véritable panique s'est installée. Les gardes ont vérifié toutes les sorties et les passages souterrains. Mais malgré leurs efforts, rien n'indiquait qu'il était retourné à l'hôpital. Je sentais que sa cible me visait clairement. Le même jour, quelques heures plus tard, en rentrant chez moi, j'ai vu une chose étrange. Un petit mot accroché à la porte. Un morceau de papier apparemment ordinaire. Il n'y avait que quelques mots écrits d'une main irrégulière. « Tu ne m'as pas remarqué, tu te tromperas encore ». Mon cœur s'est effondré à la lecture de ce message. J'ai senti quelque chose de lourd, de pesant et de froid descendre dans mon estomac. Je savais que c'était Jonathan. Il était là. Je ne savais pas comment il avait réussi à arriver chez moi, mais le fait que cette lettre soit là était déjà assez troublant. Tout indiquait que ses plans étaient plus compliqués que je n'aurais pu l'imaginer. J'ai alors compris que je faisais partie de son tableau, de son plan. Et lorsque j'ai regardé à nouveau la note, une pensée qui me hantait a traversé mon cœur. Jonathan se vengeait du fait que je ne l'avais pas cru, d'avoir pensé qu'il n'était qu'un patient, d'avoir oublié la gravité de son état. Maintenant, tout s'éclaire. Ce n'était pas un simple patient, c'était mon ennemi. Et ce n'était pas une coïncidence. Tout ce qui se passait à l'hôpital et ce que je ressentais faisait partie de son plan. Je sentais que je ne pouvais pas échapper à cette situation. Et je ne savais pas combien de temps il me restait avant qu'il ne passe à l'action. À partir du moment où j'ai trouvé le mot sur la porte, tout est devenu flou et irréel. Chaque bruit dans la maison me paraissait maintenant si fort et effrayant, comme s'il perçait le silence et résonnait dans ma tête. Je n'arrivais pas à me calmer. La peur et l'anxiété me submergeaient, ne me laissant aucune chance de penser correctement. Ce qui n'était qu'un terrible accident était devenu une véritable menace, et je le sentais à chaque respiration. J'ai essayé de ne montrer aucun signe de panique à ma femme. Elle était calme, me rassurait, et j'essayais de faire comme si tout était sous contrôle. Mais mon cœur battait si fort que j'avais du mal à comprendre ce qui se passait autour de moi. La nuit, alors que le soleil avait déjà disparu à l'horizon et que la ville était plongée dans l'obscurité, j'ai entendu quelque chose qui a arrêté mon cœur pendant un instant. Un tapotement sur la fenêtre. Au début, c'était silencieux, à peine audible, mais avec chaque battement, c'était de plus en plus fort. Je me suis figé, je sentais le sang couler de mon visage et tout ce qui m'entourait devenait flou et sans importance. Je suis sorti du lit, épuisé, et je me suis approché de la fenêtre. Tout ce que je pouvais voir, c'était l'obscurité de la nuit enveloppant les bâtiments environnants. Et soudain, à ce moment précis, je l'ai vu, une ombre qui se déplaçait très lentement. Une ombre que j'ai immédiatement reconnue. Jonathan. Je ne pouvais pas me tromper. C'était lui. Il était là. En montant les escaliers, j'ai entendu sa respiration. Elle était basse, régulière, presque indistincte, mais avec une tension si profonde que chaque son me faisait l'effet d'un étranglement au niveau du cou. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu son ombre se déplacer non seulement lentement, mais prudemment, s'approchant de moi à chaque pas. Mes jambes ne pouvaient pas bouger. Elles étaient entravées dans les chaînes d'étain de la peur. Je me suis rendu compte qu'il ne s'agissait pas d'une visite occasionnelle. Jonathan était venu me voir dans un but précis, et je savais déjà qu'il ne me laisserait pas vivre. À ce moment-là, j'ai entendu la porte grincer. J'ai levé les yeux et je l'ai vu. Jonathan se tenait dans mon couloir. Ses yeux, complètement vides, en colère, ne me regardaient là pas. Il semblait me traverser. Il tenait un couteau. Je ne comprenais pas comment il était entré dans ma maison, mais cette pensée n'avait plus d'importance au moment où il a fait le premier pas en avant. J'entendais ses pas s'approcher. Mon cœur battait à tout rompre. Je sentais mes forces me quitter. Mais j'essayais de me contrôler. Un médecin qui doit prendre le contrôle de la situation ne peut pas faire preuve de faiblesse. C'est alors qu'il a parlé, mais pas à moi. Ces mots étaient chuchotés et ils résonnaient clairement dans ma tête. Je ne les comprenais pas, mais je sentais leur poids, leur signification profonde. Puis il est passé à l'étape suivante, son couteau scintillant dans l'obscurité. La peur, le désespoir et la compréhension m'ont envahi.
Il ne s'agissait plus seulement d'un homme atteint d'une grave maladie mentale. C'était un ennemi qui cherchait délibérément à me tuer. Je me suis libéré et j'ai couru en arrière, essayant de m'écarter de son chemin, mais il était plus rapide que moi. Mais il a été plus rapide que moi et son couteau m'a frappé à l'épaule. La douleur, si forte et si vive, me fit perdre l'équilibre et je faillis tomber. Mon corps était en feu à cause de la douleur, mais à ce moment-là, j'ai compris que si je n'agissais pas, je ne pourrais pas sortir vivant de cette situation. J'ai entendu le cri de ma femme lorsqu'elle est apparue dans les escaliers et c'est la seule chose qui m'a empêché de tomber complètement. Elle savait que j'étais en danger et c'était sa dernière chance d'appeler à l'aide. À ce moment-là, je ne pensais plus à moi. Je ne pensais qu'à elle. Par miracle, j'ai couru dans le couloir et attrapé mon téléphone, mais Jonathan, non loin derrière, a recommencé à attaquer. Je l'ai gardé à distance, essayant désespérément de trouver au moins un appui pour le vaincre. Ma femme, qui a entendu le cri, a immédiatement appelé la police. Et quelques minutes plus tard, j'ai entendu frapper à la porte. Le temps me manquait. Jonathan se tenait devant moi, le visage déformé par la haine, les yeux froids comme de la glace. Je sentais le sang s'écouler de ma blessure et mes forces commençaient à s'évanouir. Il se rapprochait de moi à chaque coup de couteau. Je ne pouvais plus éviter ses coups, mais j'attendais ce moment. Lorsqu'il s'est à nouveau élancé, je l'ai repoussé de toutes mes forces et cela a suffi pour qu'il s'arrête un moment. Au même moment, j'ai entendu le son familier d'une sirène de police et cet espoir est devenu ma dernière bouée de sauvetage. Ils ont fait irruption dans la maison et ont arrêté Jonathan, le tordant immédiatement et le traînant hors de chez moi. Je suis restée allongée sur le sol, couverte de sang, incapable de faire quoi que ce soit. Mais contrairement à ce que je pensais auparavant, je n'avais pas peur, j'étais juste épuisé. Selon les ordres, Jonathan a été replacé dans l'hôpital psychiatrique et n'a plus jamais été autorisé à en sortir. Ma femme était là et ses pleurs, remplis de terreur, m'ont atteint alors que je perdais connaissance. Je ne peux pas dire que je suis guéri après cette nuit-là. Jonathan était resté à l'hôpital, attaché à un lit, et sa vie était une punition pour tout ce qu'il avait fait. Et moi, je vis chaque jour avec le poids de ces événements. Le pire, c'est que j'aurais toujours peur que cela se reproduise. Peut-être qu'un jour je le rencontrerai à nouveau, et qu'il ne sera plus impatient, mais quelque chose de bien pire. Cette peur vit dans ma tête, et même si j'ai survécu à ce moment, je me rends compte que le véritable cauchemar ne prendra jamais fin. Et si Jonathan se libère, s'il revient vers moi, encore et encore, jusqu'à ce qu'il termine ce qu'il a commencé, je n'ai pas seulement peur de ce qui s'est passé maintenant, j'ai peur de ce qui pourrait encore arriver. Et tout ce que je peux faire, c'est attendre. Et la nuit, quand j'entends des coups à peine audibles, je ne peux plus dormir. La peur qui reste dans mon âme est bien plus forte que n'importe quelle blessure physique. Le cauchemar continue. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de regarder ma vidéo précédente sur les secrets effrayants de la morgue, où je révèle des histoires effrayantes qui effraient même les plus désespérés. N'oubliez pas non plus la vidéo sur le lac mystérieux qui cache plus d'un sombre secret. Alors ne perdez pas votre temps. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche pour ne pas manquer de nouvelles histoires effrayantes et laissez un commentaire. Êtes-vous prêt à affronter l'horreur qui vous attend